Bien, bonjour à toutes et à tous. Après quelques jours de silence, je reprends donc le cours de ces rencontres par vidéo interposée dans la perspective d'explication des documents servant de soubassement à ce cours. Je me suis un peu étalé sur les enjeux du scrutin présidentiel de 1965, surtout à gauche, parce que finalement, le résultat de ce scrutin n'est pas exactement celui qui avait été prévu. L'élection présidentielle au suffrage universel direct imposée par le général de Gaulle en 1962 dans le but de sacraliser le pouvoir du président de la République, en l'occurrence, aboutit à un résultat sensiblement différent de par sa mise en ballottage et de par le fait que celui qui le met en ballottage au second tour obtient 45% des voix. Et que donc 45% des voix, c'est un pactole tout à fait important et qui fonde une part de légitimité. De Gaulle, loin de se retrouver légitimé par le scrutin, se retrouve fort contesté. De sorte que dans l'opinion publique, immédiatement, va se faire jour l'idée que il y a eu les deux tours de la présidentielle, vivement le troisième tour de des élections législatives prévues au printemps 1967. Ça, c'est, je dirais, la leçon moyenne, pas de spécialiste de sciences politiques, mais le bon vieux dicton populaire, la façon dont la société française perçoit le résultat de ces élections. Une forme d'alternance est possible. De Gaulle n'est pas une donnée invincible et indéboulonnable. Et il faut donc, du point de vue des opposants au général de Gaulle, comment dire, se préparer à cette éventualité et donc se doter des outils qui permettent cette alternance. Et cela veut dire deux choses. Se mettre d'accord sur un projet, puisque l'élection présidentielle, dans le cadre d'une campagne dite des républicains pour dépolitiser le scrutin et redonner toute sa prééminence au Parlement, dans la campagne présidentielle, mis à part le fait que François Mitterrand était soutenu par l'ensemble des forces de gauche dès le premier tour de l'élection présidentielle, et que se sont agglomérés à son score au second tour d'autres électrices, d'autres électeurs venant d'options diverses, il n'y avait pas la définition d'un projet. Il y avait quelques vagues options. François Mitterrand, en 1965, est dans le strict cadre de la pensée de la gauche démocratique et socialiste qui estime que cette réforme est dangereuse pour le fonctionnement de la démocratie. Et donc, il faut engager des discussions tout en comprenant bien que ces discussions
doivent aboutir à une possibilité d'accord pour le second tour des élections législatives de 1967. Et donc, face au poids du Parti communiste, qui bien évidemment, lors du scrutin législatif, espère retrouver sa prééminence à gauche qu'il occupe depuis 1945, il faut que la gauche socialiste démocratique, républicaine, radicale, mendésiste, etc., dans sa diversité, puisse également, dès le premier tour, proposer une forme de candidature unique. De sorte que, au second tour, l'ensemble de la gauche refasse ce que François Mitterrand a fait au second tour de la présidentielle, c'est-à-dire qu'elle rassemble l'ensemble des opposants au régime gaulliste. Voilà la principale leçon que cela en tire pour la gauche. Sauf que, également, toutes celles et tous ceux qui, à gauche, s'étaient ralliés à la candidature de François Mitterrand parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas dangereux pour menacer leur autorité sur ceux qui comptaient vraiment. Par exemple, l'autorité de Guy Mollet sur le Parti socialiste. Se rendent compte qu'ils sont obligés de tenir en mémoire une donnée fondamentale. Mitterrand, il a fait 45% au second tour. C'est lui qui les a fait. Et dans une forme de personnalisation du pouvoir, il est devenu incontournable. Loin de ne pas être dangereux, il devient quasi immédiatement une menace. Et donc, puisque tactiquement il est nécessaire de travailler à un rapprochement, à une convergence, dirait-on aujourd'hui, des projets autour de sa personne, eh bien, il faut également, si possible, s'en méfier pour faire en sorte qu'il ne menace pas l'autorité de Guy Mollet, le poids moral de Mendès France, que sais-je encore. Et donc, ce qui eût dû ou qui aurait pu être un chemin logique vers un rassemblement des forces de gauche non communistes pour être en situation de négocier un programme d'action avec les communistes, un contrat de gouvernement pour pouvoir, aux élections législatives de 1967, présenter une alternative crédible, en fait, va devenir le champ clos d'affrontements et de querelles, où le but non avoué va être de savonner la planche de François Mitterrand. C'est toute l'histoire un peu sibylline de la fédération de la gauche démocrate et socialiste, puisque c'était le deuxième enjeu de cette élection présidentielle à gauche. François Mitterrand avait dit qu'il engagerait des discussions pour explorer les voies permettant ce rassemblement organisationnel à gauche. Voilà. Jusqu'au 19 décembre 65, tous ceux qui avaient dit au nom des principes, en se positionnant comme toujours au nom des principes, on ne va pas à ce scrutin, et après avoir d'ailleurs
pour certains d'entre eux, suivez mon regard, tout fait pour écarter ceux qui leur paraissaient dangereux, et là on comprend celui qui a le plus de casseroles au derrière, hein, et celui qui est un homme seul, Mitterrand. Le 19 décembre 65 au soir, ils ont compris. Mitterrand égale 45%. Mitterrand s'oppose en interlocuteur du général de Gaulle, en premier opposant du général de Gaulle. Et donc, leur atout pour en limiter l'influence et garder leur prépondérance par les fonctions qu'ils occupent, qui au Parti Socialiste, qui autour de Mendes France, qui encore, tout cela est quand même assez compliqué à suivre. Puisque la marge de manœuvre est étroite, travailler à l'unité, parce qu'aux yeux de l'opinion publique, on a enfin une possibilité d'alternance au général de Gaulle, l'opinion publique ne comprendrait pas que l'on savonne trop la planche à François Mitterrand, mais tout en la lui savonnant quand même pour qu'il apparaisse comme pas capable de la traduire concrètement dans les actes. Donc, à côté de cette fédération de la gauche démocrate et socialiste, va être constitué un contre-gouvernement. Un peu à la manière des Britanniques qui forment un shadow cabinet. Et ce contre-gouvernement, au-delà des options générales, va être incarné par des hommes. Et là, c'est un premier élément qui affaiblit la position de François Mitterrand, parce que dans l'opinion publique, cela apparaît comme un retour à beaucoup d'aspects de la 4e République. Donc, ce contre-gouvernement n'est pas tout à fait passionnant, il n'est pas tellement enthousiasmant, et il douche un peu les espoirs nés de l'élection présidentielle. Et cette fédération de la gauche non communiste, qu'on va appeler la fédération de la gauche démocrate et socialiste, démocratique et socialiste, la FGDS, plus ce contre-gouvernement, vont s'engager dans des discussions avec les communistes français sur comment on se rapproche, sur quelle base. Et là, aussi, ce qui va concourir à affaiblir la position de François Mitterrand, c'est qu'au sein de cette forte fédération de la gauche démocratique et socialiste, il y a des gens qui sont vraiment partisans d'un rapprochement avec le Parti communiste, et d'autres pour lesquels le rapprochement avec le Parti communiste n'est qu'un enjeu électoral pour le second. Ça, ce sont les conséquences à gauche. Du côté du général de Gaulle, ça tangue aussi. Ça tangue pas mal. D'abord parce que lui-même, je crois l'avoir dit, a très mal vécu le scrutin, très très mal. Il a pris ça pour un geste d'une abominable défiance des Français à son égard. Et également par le fait que 55%
ça implique par définition que l'on cherche un successeur. Et donc, l'homme qui avait symbolisé la loyauté absolue au général de Gaulle, des milieux qu'il avait soutenus, comme Valéry Giscard d'Estaing, son ministre des Finances, vont commencer à s'éloigner un peu, à s'opposer en quelque sorte, à dire que sur certains plans, le général de Gaulle a fait son temps, qu'autant il était important et une étape nécessaire, indispensable, incontournable pour permettre le passage à la Ve République, la crise algérienne et la modernisation sociale et économique sur laquelle je vais revenir dans quelques secondes, autant maintenant il a fait son temps. Et donc on peut dire que le duel entre De Gaulle et Pompidou d'une part, et le fait qu'un certain nombre des soutiens du général de Gaulle à droite s'éloignent de lui est aussi une conséquence de ce scrutin. Quoi qu'il en soit, lors des élections législatives de mars 1967, la majorité du général de Gaulle ne s'en sort qu'à une seule voix de majorité au second tour de ces élections législatives. Bon, il y a des groupes intermédiaires, des groupes centristes qui ne veulent pas du rapprochement avec le Parti communiste, etc. Donc l'union de la gauche n'est pas en état d'être une alternative réelle, mais quoi qu'il en soit, le pouvoir est une troisième fois ébranlé lors de ce troisième tour de la présidentielle que sont les législatives de 1967. Pourquoi une troisième fois ? Parce que il y a depuis 1963 une contestation sociale qui a commencé à se faire jour. Et donc j'en viens maintenant à ce troisième enjeu qu'est la politique économique et sociale du général de Gaulle. Pour aller vite, on dit quoi ? On dit en général que le général de Gaulle a remis le pays à flot, etc. Bon. Alors, disons les choses à la serpe, mais très clairement. Sur le plan économique, la situation dont le général de Gaulle a hérité n'a rien à voir avec la catastrophe qu'il a prétendue. Quand il dit c'était une catastrophe, c'est de l'autolégitimation politique. Il y a un domaine dans lequel effectivement la situation était très difficile, c'est la question financière, grevée par les nécessités de financer la guerre d'Algérie. Et là, la réforme monétaire symbolisée par le plan Pinet-Roueff est extrêmement importante à comprendre. La dévaluation du franc, une politique plus monétariste qu'autre chose. Bon. Sur le plan financier, surtout sur ce plan financier, la parité franc-marque. Et donc déjà la nécessité de booster cette relance, cette stabilisation financière et cette forte croissance économique que l'on connaît par les marchés extérieurs. Ce qui fait que le général de Gaulle, d'ailleurs, ne quittera pas le marché commun.
la communauté économique européenne, contrairement à certains de ses propos antérieurs, et qu'il va réellement tenter de mener une politique européenne originale et qu'en toute honnêteté intellectuelle, il faut bien comprendre que ce n'est pas lui qui porte la responsabilité au sein des Européens d'avoir cassé la relance européenne, ce sont les Allemands, ce sont les Hollandais, ce sont les Italiens. Et pour des raisons de politique internationale. Ce qui fait que le général de Gaulle en tirera une conclusion, se servir de la politique européenne au strict niveau des intérêts français. Et ça, c'est un autre débat. Peut-être que nous aurons le temps d'en reparler une autre fois. Mais en fait, la 4ème République avait jeté les bases de la croissance économique. Cette croissance économique, elle était fondée sur une restructuration très lourde, très en profondeur, des très grands travaux, des modifications structurelles dans la répartition des sources d'énergie, l'électrification, que sais-je encore. Il y avait eu, sous la 4ème République, une grande politique du logement, notamment du logement social, qui apparaissait sur le moment comme, d'ailleurs, une amélioration très, très forte des choses. Il y avait eu une augmentation incontestable des moyens de consommation courante et de l'électroménager, par exemple, les frigos, les machines à laver. Dans la campagne présidentielle de 65, il y avait déjà plus de 6 millions de postes de télévision. Le poste à radio avait été modifié structurellement par l'apparition des piles et donc l'apparition des petits postes portables, des postes à transistors, ce qui avait des conséquences extrêmement importantes sur lesquelles je reviendrai. Bref, quand De Gaulle dit « j'ai reconstruit le pays », la réponse est non. La 5e République a vu l'éclosion de tout le travail de relance économique que la 4ème République avait préparé. À l'exception, je le répète, de la stabilisation financière. Et encore, cette stabilisation financière qui obéit à une certaine logique. Allons encore plus loin dans l'analyse de la politique économique et sociale du général de Gaulle. Elle est émue par un mélange de rôle de l'État, de colbertisme, de volonté de lancer des grands projets garantis par la puissance publique, des projets de prestige, je sais pas, le paquebot France, les sous-marins nucléaires, le tunnel sous le Mont Blanc plus tard, que sais-je encore. Enfin, autant de projets qui d'ailleurs avaient été préparés sous la 4ème République. L'État, dans cette conception colbertiste des choses, était un acteur fondamental, disposant d'un outil qui était le commissariat général au plan. Il y avait l'idée, théorisée par la fameuse formule, que chacun devait être bénéficiaire par l'intermédiaire de la participation. Et en gros, cette idée, dont on peut dire qu'elle est strictement corporatiste par beaucoup d'aspects, que les intérêts des patrons et les intérêts des ouvriers doivent converger nécessairement au bénéfice de la puissance publique. C'est tout cela la politique économique et sociale du général de Gaulle. Et en ce sens-là, l'option qu'incarne son ministre des Finances,
tant Antoine Pinet, puis quand Antoine Pinet le quitte, Valéry Giscard d'Estaing, et c'est pour ça que Valéry Giscard d'Estaing démissionnera en 1966, au lendemain donc, du scrutin présidentiel. La différence entre le général de Gaulle et ces milieux financiers, c'est précisément que de Gaulle n'est pas un libéral de ce point de vue. Alors, si on s'interroge aussi sur les racines du corporatisme, c'est-à-dire il n'y a pas d'antagonisme des classes sociales et toutes doivent converger, nous avons également une option très politiquement orientée et qui se rapproche de certains régimes autoritaires. Je vous rappelle que le corporatisme est la base de la doctrine du fascisme italien. Alors, toute chose étant comparable par ailleurs, mais c'est également un autre débat. Donc De Gaulle au-dessus de la mêlée, pour rassembler tout ça, c'est une façon un petit peu paternaliste de voir les choses. Déjà, rien que cette donnée fait que le général de Gaulle va apparaître à des pans entiers, et notamment vis-à-vis de la jeunesse, totalement incompréhensible à partir d'un certain moment. Ajoutons à cela qu'il y a des corporations entières qui sont en train de disparaître. La grande grève des mineurs en 1963, elle est évidemment un élément très important. Et dans laquelle s'oriente et se construit dans la rue une opposition unie, syndicale, avec le soutien de l'opinion publique. C'est explique que cette grève pourra tenir aussi longtemps, donc c'est vraiment, vous voyez, une contestation sociale qui, sitôt finit la parenthèse algérienne, commence à déferler sur le pays. Vous avez, autre exemple, en 1967, je ne prends que ces deux ensembles, donc la grève des mineurs et les ordonnances de 1967 sur la sécurité sociale, où la réforme de la sécurité sociale se trouve profondément transformée par l'autonomisation d'un certain nombre de caisses. La caisse des allocations vieillesse, la caisse des allocations familiales, etc. Et où les gestions de ces caisses empêchent les péréquations, et ce qui fait que l'on commence dans cette gabegie et cet alibi idéologique d'une stupidité incommensurable que l'on paye aujourd'hui. Excusez-moi, ça sera la seule allusion que je ferai à la situation actuelle. Que l'on paye aujourd'hui par la crise du financement de la sécurité sociale. Parce que si l'ensemble du système a plus de recettes que de dépenses, dès lors qu'on interdit les transferts d'une caisse à l'autre, bon, voilà, c'est la grande réforme des ordonnances de 1967. Donc tout ça pour dire que sur le plan social, précisément parce qu'il y a une forte croissance, ces fameuses 30 glorieuses, que les taux de croissance du pays sont de l'ordre de plus de 5% par an, seul le Japon nous dépasse très largement, lui près de 10% dans ces années-là. Les conséquences des 30 glorieuses font qu'il ne faut pas oublier le sentiment profond d'injustice sociale, d'autant que les classes sociales en France sont également en train d'évoluer. J'évoquerai ces éléments-là la prochaine fois parce que, évidemment, ils sont en train de poser les jalons d'une contestation peut-être beaucoup plus radicale que ceux que l'on aurait pu attendre. Bonne journée.